Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission d'après-course du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et bienvenue à cet épisode où on va revenir sur cet extraordinaire Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Et man, quelle course ce fut! Alors, pour ce faire et pour parler de ce Grand Prix, ma foi, fou du début jusqu'à la fin, j'accueille deux de mes collaborateurs au Bulletin GP. Alors, on a Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Et pour la première fois, on a Jean-Sébastien Barbeau, qui est aussi notre collaborateur au Bulletin GP. Salut Jean-Sébastien. Salut Abdou, c'est un réel plaisir d'être encore ici cette saison. Oh oui, exactement, et c'est réciproque aussi. Alors, très content de vous avoir tous les deux pour parler de ce Grand Prix, comme je l'ai dit, fou du début jusqu'à la fin. Puis ça a même commencé avant même que les 5 feux rouges ne s'éteignent, en fait. Il a plu. On a eu un petit accident de Fernando Alonso à Tosa. On a Valtteri Bottas qui a eu le premier d'une série de malchance, une crevaison à l'arrière et les freins arrière de Lance Stroll qui étaient, ma foi, surchauffés. Ils ont surchauffé effectivement. Alors, Ils étaient en feu. Ah oui, autant Lance Stroll était autant en feu en piste que ses freins l'ont été en arrière. Alors, puis aussi sa boîte de vitesse aussi. Alors, non, c'était une bonne course. Alors, on va tout de suite vous donner les résultats de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et non, je ne dirai pas le nom complet. Je sais qu'il y a quelques-uns qui nous regardent, en fait, qui ont hâte que je dise le nom complet. Ça n'arrivera pas. Alors, je te mets au défi, Abdou, de le dire. Aucune chance. Alors, je vous partage tout de suite le classement. Alors, on a Max Verstappen qui a gagné le Grand Prix en partant de la 3e place devant Lewis Hamilton. Et ce n'était pas une course facile pour le Britannique. On en reparlera. Lando Norris, qui avait fait un tour de qualification superbe avant de voir son tour être supprimé, a fini 3e. Charles Leclerc 4e et Carlos Sainz 5e, donc une bonne performance des deux Ferrari. Daniel Ricciardo sur l'autre McLaren 6e. Lance Stroll sur la Aston Martin 7e. Pierre Gasly dans la course à domicile de AlphaTauri finit 8e. Kimi Raikkonen, 9e sur la Alfa Romeo, marque les premiers points de l'écurie. Et Esteban Ocon termine 10e. Et vous verrez que Sébastien Vettel a abandonné à 2 tours de la fin. On a Bottas, Russell et Latifi qui ont abandonné, tous trois impliqués dans des accidents. Puis on a eu un drapeau rouge qui a marqué en fait cette course, entre autres l'accident entre Bottas et Russell. Alors, je vais vous demander tout de suite vos impressions rapidement vos impressions rapides sur le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et on va commencer avec Jean-Sébastien, étant donné que, bon, Marc-André, tu parles, je t'ai laissé la parole en premier, donc cette fois-ci, ça va être Jean-Sébastien, en fait, alors... Ben merci. Grand Prix intéressant jusqu'à un certain point, je pense. On commence à voir vraiment qui arrive à bien se dépatouiller par rapport au règlement aérodynamique cette année. Donc, on voit un certain avantage du côté de Red Bull, du côté de McLaren aussi. Évidemment, Mercedes, il faut compter dans le coup. Du côté de l'Alpine, ça va beaucoup moins bien. C'est même une très forte contre-performance. Là, Daniel Ricciardo a très bien fait de partir de l'équipe. Pour le reste, oui, comme tu as dit tout à l'heure dans l'introduction, il y a eu beaucoup d'incidents avant, même que les feux s'allument avec la pluie. Il y a eu un peu d'excitation après l'extinction des feux rouges, mais après le 20e tour, Imola est redevenu ce que c'était Imola, et donc c'est devenu un Grand Prix peut-être un peu plus ennuyant, très difficile à dépasser.
pas adapté pour les voitures d'aujourd'hui, mais bon, comme ces voitures-là vont changer l'année prochaine, peut-être que ça pourrait être intéressant un jour d'y retourner, mais oui, heureusement qu'il y a eu des incidents qui ont pimenté la course, parce que sinon, la deuxième et troisième partie de course aurait été assez difficile. Le premier tiers était quand même bien, mais le reste était moins simple. Et qui a été ton pilote du jour, Jean-Sébastien? J'ai voté, comme avec les autres, j'ai voté pour Lando Norris, ça me semblait clair. Verstappen, oui, méritait la victoire, mais c'était pas avec une victoire avec un certain panache, disons. Je trouvais que la troisième place de Lando Norris en avait davantage, et donc Norris, pour moi, est le pilote du jour. Oui, et aussi, qui a été le pilote qui a moins performé, la contre-performance du jour? Et je pense qu'il y en a eu beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Le premier qui me vient en tête, je pense, c'est Fernando Alonso. Oh. Course qui était difficile pour lui. C'était pas simple. Le tour de chauffe, il me semble, sauf erreur, qu'il y a eu un petit souci à ce moment-là. Non, c'était aux sorties au tour de chauffe en début du Grand Prix, le retour de reconnaissance. C'est pas un Grand Prix facile, c'est pas une Formule 1 qui est facile pour lui, visiblement. Est-ce que c'est le poids de l'âge? Est-ce que c'est la voiture qui est difficile? Est-ce que c'est l'adaptation au nouveau règlement? Il y a peut-être un combo des trois. Mais oui, on va dire que Fernando Alonso, c'est ma contre-performance, mais je pourrais en nommer plein d'autres. Bottas, c'est une course à oublier. Je veux dire, même sa qualif en P8, ça s'est empiré. Il s'est jamais vraiment amélioré. Perez a couru une malchance. Russell a fait une faute assez importante. Tsunoda qui l'a échappé lors de la relance. Donc, non, il y en a plusieurs, mais disons que ça pourrait être, disons, Alonso, tiens. OK, donc pour toi, c'est Fernando Alonso. Et le moment cocasse de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne? Peut-être l'échange non-verbal entre Bottas et George Russell. On a vu quelqu'un envoyer un doigt, l'autre lui donner une coupette. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, mais j'aimerais bien le savoir. Mais ça pourrait être l'effet cocasse. Le frein en feu de la voiture de notre comparse canadien Lance Stroll est peut-être là aussi quelque chose qui est assez amusant, parce que c'est rare qu'on voit un frein en feu et le voir assez endommagé. Donc, il y a peut-être ces éléments-là et peut-être le sabrage de champagne à la fin où Lando Norris a attendu avant que les autres aient terminé d'arroser pour qu'il arrose à son tour. C'était plutôt rigolo, ce coup-ci. Ouais, ça, je l'ai manqué, en fait. J'ai vu l'image, pas la vidéo, mais l'image, puis disons que, waouh, c'était quelque chose. Ouais, donc, je suis d'accord avec toi. Marc-André, à ton tour maintenant de nous donner tes impressions rapides sur la course. Ce sera pas très différent de Jean-Sébastien parce qu'il a quand même bien résumé tout ça. Je pense que c'est une chance qu'on a eu des événements au début de la course avec justement la pluie notamment qui a fait en sorte que les pilotes et les écuries étaient très inconfortables. C'est toujours la question de quand est-ce est le bon moment pour rentrer. On a vu que ça a été très long avant de voir un cobaye pour venir changer ses pneus de pluie et intermédiaire pour le pluie qu'on pourrait appeler sec. Et finalement, ça a été fait tardivement quand même. Je pense que les écuries voulaient justement s'assurer de pouvoir prendre une position intéressante et de pouvoir se rendre jusqu'au bout sans retourner au puits. Et puis, c'est sûr que quand je regarde tout ça, la course me paraissait quand même intéressante malgré tout. On a vu une belle victoire de Max Verstappen avec un beau dépassement au début. On a vu des événements avec Bottas, Russell qui aurait pu être évité selon moi. Mais bon, ça a pimenté un peu la course puis ça nous a donné une course à Émilie-Romagne assez intéressante. Oui, et effectivement. Et quelle a été en fait ta contre-performance du jour? Ta performance, devrais-je dire. De mon côté, je vais y aller encore avec Jean-Sébastien, avec Norris qui a vraiment gardé Hamilton pendant au moins 5 tours. Il a évité qu'il le dépasse en sortant bien dans le dernier virage et en obtenant assez de vitesse pour éviter le dépassement à la fin de la longue ligne droite. Et ça, honnêtement, avec une McLaren qui se dégradait en termes de performance et qui perdait justement à cause des pneus qui se détruisaient de plus en plus. Lando Norris a très très bien performé et a tenu le champion du monde de l'an dernier là, à bras de fer.
Oui, et définitivement. Ta contre-performance. J'irais avec un duo un peu Red Bull-Perez. Après le drapeau jaune, Perez a perdu le contrôle de sa voiture et est allé dans le bac à grévier et est revenu. Et a décidé de dépasser Gasly et Norris sur un drapeau jaune, ce qui lui a fait perdre justement 10 secondes parce que la Formule 1 a sévi. Et c'était le début d'une course qui a été très mauvaise pour Perez. Ça aurait pu être des gros points pour Red Bull pour le championnat du monde des écuries parce qu'on voyait très bien que Bottas, premièrement, n'était pas du tout dans la course et finalement, on a pu remarquer qu'il a eu une collision avec Russell et sa course était terminée. Donc, c'était l'occasion pour Red Bull de justement répondre à Mercedes avec de nombreux points, la victoire de Max et peut-être possiblement un podium ou au moins une 5e position pour Perez. Donc, c'est un peu décevant de ce côté-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Perez, ça a été une déception, en fait. Surtout qu'il est parti de la première ligne pour la première fois. C'était un tour remarquable. Donc, je suis déçu. J'ai été très déçu de la part de Perez. Sinon, ton moment cocasse. Je ne veux pas m'acharner nécessairement sur Mazepin, mais il avait fait une course pratiquement normale, du moins, avec l'incident de Latifi. On peut mettre un bémol sur ça, mais à la toute fin, vers quoi, il reste peut-être 4-5 tours, il réussit à faire un tête à queue. Bon, les conditions météorologiques n'étaient pas superbes non plus, mais quand même, il m'a diverti encore une fois à la fin de la course. Ouais, donc c'est disons autant de dérapages que de courses pour Mazepin. Je pense qu'il en a fait beaucoup plus. Il a fait plus de Il y a notamment un site web qui s'est fait créer pour voir tous les exploits en termes de tête à queue pour un Mazepin. Donc, on pourrait peut-être mettre le lien là, en commentaire. Ouais, je vais essayer de faire mes recherches en attendant. Mais avant, je vais vous donner mes performances du jour. En fait, moi, avant tout, je pense qu'on est dû pour un super dimanche de course parce que la course de MotoGP, puis on va en parler un petit peu. La course de MotoGP au Portugal était excitante. Le Grand Prix d'Émilie-Romagne du début jusqu'à la fin avec tout ce drame d'avant-course, ça a été excellent. Comme Jean-Sébastien l'a dit, il y a une portion où c'était pas mal dommage parce que c'est Imola, c'est très difficile de dépasser. Ça a été un peu soporifique, mais tout a changé jusqu'à ce que Lewis Hamilton sorte de piste aussi. Alors, et l'accident entre Bottas et Russell qui a amené le drapeau rouge, ça a été quand même quelque chose de très, très, je te dirais, qui a changé un peu le cours et qui a sauvé un peu l'immeuble à Lewis Hamilton. On va en reparler. Sinon, je pense j'ai vu aussi de bonnes performances de la part de Lando Norris aussi, mais je ne le mettrai pas comme pilote du jour. Je vais le donner. C'est un peu champ gauche. Pierre Gasly. Je mettrai Pierre Gasly parce que il a connu un début de course horrible avec des pneus pluie. D'ailleurs, je comprends pas c'était quoi le but. Mais il s'est bien repris quand même dans la deuxième partie de la course en allant chercher des points quand même importants, mais je pense des points. Je pense qu'AlphaTauri a perdu encore une autre occasion d'obtenir de gros points. Mais au final, ça a été une course tranquille. Heureusement, le rythme de course de la AT02 a été bien quand même. Alors, je suis assez satisfait. Il a fini à quelle place, Pierre Gasly, encore? Je pense qu'il l'a fini, laisse-moi voir. Huitième. Huitième. Donc, il a fini huitième. Pour 4 points, c'est bien ça. Ouais, pour 4 points, c'est bien, surtout... Parce que ça n'allait pas du tout au milieu de course. Non, c'est ça. Ça n'allait pas très bien. Alors, je pense qu'il a quand même fait du bon travail pour sauver les meubles, en fait, chez AlphaTauri. Contre-performance, je vais la donner...
sans équivoque à Valtteri Bottas. Ça a été une course horrible. L'accident, ce n'est pas de sa faute, c'était plus un accident de course. On va en reparler, mais l'ensemble du week-end a été catastrophique aussi. Alors, pourtant, vendredi, ça allait bien. Il y a Oui. eu un bon vendredi, c'est lui qui finit premier en P2. Donc à partir de là, mais à partir de samedi, c'était la descente aux enfers. c'est ça, ça a été une descente aux enfers. Alors, je suis très Peut-être que sa voiture ne tenait pas aussi avec les conditions météorologiques, qui faisait très froid. Peut-être que c'est un mélange de cause et effet qui a fait que sa fin de semaine a été extrêmement difficile. Aussi. Alors, je pense que ça a été quelque chose qui a joué en sa défaveur aussi. La crevaison aussi avant le départ de la course aussi ne l'a pas aidé. Puis le fait qu'il doit se retrouver à se battre contre la Aston Martin aussi, c'était... Et la Williams aussi, c'était une course à oublier pour le Finlandais. Et le moment cocasse, ça a été en fait... justement parlant de la collision. Heureusement, Bottas va bien parce qu'il est allé... à la clinique pour voir s'il n'avait rien de cassé ou bien. Il était juste secoué par l'accident, mais heureusement, il va bien. Mais le fait qu'il donne un doigt d'honneur à Russell et que ce dernier lui réplique avec une claque sur le casque qui m'a fait rappeler en fait Schumacher et Sato en Belgique 2005 aussi. Là. Ça, c'était un peu drôle. Alors que Russell est mal placé parce que c'est lui qui est fautif. Ouais, non, écoute, je sais pas, il a une part du blâme. Gazon, là, on commence à aller chercher large. Il s'est essayé un peu fort. Je pense que c'est un peu une erreur de débutant, milieu de carrière. Là. Ouais. Ce genre de faute-là, il la referait pas dans 5 ans, je crois. Ouais, je ne pense pas non plus. Donc, mais ça, c'était des points perdus pour... peut-être des points perdus pour Williams. Ah, peut-être, oui. Donc, si jamais vous avez des... vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires aussi, dire qui a été votre pilote du jour, qui a fait la contre-performance, le moment cocasse, et n'hésitez pas à réagir à tout moment aussi à à ce qu'on dit aussi. Et on vous mettra ça bien en évidence durant l'épisode. On va parler. Tiens, je vais mettre l'accent directement sur Marc-André, parce qu'il porte un chandail assez spécial. Oui, effectivement. Peux-tu le montrer encore? Bien sûr, on peut le montrer. Et l'arrière aussi? Ah, l'arrière. Pour la cause. Pour la cause. On le voit bien? Lève-toi un peu. Bon. Là, on voit mieux. Parce que là, on va parler de Max Verstappen, le vainqueur du Grand Prix. Dominant, est-ce que dominant, je pourrais dire ça? Mais c'était un très bon départ de sa part. En partie, du moins. C'est ça. Le départ, on peut l'appeler dominant. Là. Et il a pris... on reprochait souvent à Verstappen de manquer ses départs ou du moins d'avoir quelques petits problèmes. Puis là, il volait sur la piste complètement dès les premiers mètres de cette course. Donc, honnêtement, j'ai aimé quand même sa course. Je m'attendais à un départ arrêté après le drapeau rouge. J'aurais peut-être aimé ça de revoir Max Verstappen en départ arrêté pour une seconde fois, pour qu'il reprenne un peu de tout ça. Mais honnêtement, c'est une course parfaite pour lui. Peu d'erreurs. Je pense qu'il y a un petit moment où il a eu un petit dérapage durant le drapeau rouge. Mais à part ça, c'est une course relativement parfaite pour lui. Et il obtient de gros points. Je pense que s'il avait voulu peut-être avoir une fin de semaine complète, là, il serait allé chercher le petit point d'ajout. Mais honnêtement, bravo à lui parce qu'il vient montrer que cette Red Bull est bien solide et qu'elle est prête pour possiblement une belle course vers le championnat. Et on voit plus la saison va avancer à quel point les petits points vont être importants. Et d'ailleurs, je pense qu'Hamilton va être très satisfait de sa performance. On va y revenir. Mais en général, je pense que il montre du moins à Hamilton que
il va devoir le prendre au sérieux au cours de toutes les courses parce que son championnat n'est vraiment pas gagné. C'est ce qui est le fun. Je pense que les amateurs attendaient cette fameuse bataille entre Mercedes et Red Bull et présentement on l'a. C'est la première fois que Verstappen peut réellement se battre avec une voiture. Bon, plusieurs peuvent peut-être mettre encore sous bémol son dépassement. Les commissaires ont déterminé que c'était légal et je crois que c'était la bonne chose à faire. Il a mis de la pression comme tout pilote peut mettre de la pression en début de course et ça a mené à un quand même beau dépassement, même si Hamilton s'est retrouvé un peu sur le bord de la piste. Oui, je suis d'accord, puis je pense aussi que Max Verstappen, c'est un très bon départ. Il y a eu contact au départ, mais c'était un bon départ correct aussi. Alors, je suis assez satisfait de la course du Néerlandais. On sait qu'il est constant, on sait que la voiture est là. Maintenant, il faut livrer la marchandise, et il l'a fait. Puis, quand tu parlais justement de la petite sortie avant la relance, là, il a été très chanceux parce que si c'était un tête à queue, c'est fini. Là. C'est Lewis Hamilton qui gagnait le Grand Prix malgré la remontée. Ce qui est vraiment, je dirais, amusant de voir Verstappen en piste, c'est qu'aujourd'hui, plus que les autres courses, il avait une communication avec son écurie. Il était bien présent dans les décisions. À plusieurs reprises, il mentionnait à son écurie « Ah, je trouve que c'est pas le bon moment pour changer de pneus. Attendons de voir s'il y a un cobaye qui va vouloir s'essayer. » Il a vraiment pris en main la stratégie avec son écurie tout en restant à l'avant et en contrôlant la course. Donc ça aussi, ça montre que Verstappen a pris un autre niveau de maturité, qu'il est prêt pour se battre pour le championnat. Ah, définitivement. Et puis, je trouve aussi que c'est ça, c'est la course numéro 2. Et je pense que bon, c'est peut-être la course numéro 2, c'est un peu trop tôt, mais je pense qu'il a fait... Il a montré ses aises. Et toi, Jean-Sébastien? Ben, comme tu as dit, c'est la course numéro 2. Attendons encore un peu de voir ce qui va se dérouler au cours des prochaines semaines. Là. J'ai déjà vu sur les réseaux sociaux des journalistes dire ça y est, les gants sont enlevés, on a un championnat. C'est juste 2 courses. Hein. Il y en a 23, là, a priori. Il en reste 21. On n'a même pas encore fait 10% du championnat. C'est encore très long. Course qui aurait pu être sans histoire pour Max Verstappen, n'eût été du dépassement un peu musclé au premier virage et ensuite de la décision qu'il a fait vers la mi-course dans le premier tiers de course de faire le switch du pneu intermédiaire vers le pneu sec. Une stratégie qui s'est avérée payante, d'autant plus que Lewis Hamilton a été bloqué ensuite aux zéro puits par une Alfa Romeo pour la sortie. La sortie des puits de Lewis Hamilton aurait pu être beaucoup plus serrée de ce qu'on a vu en réalité. Outre ça, je trouve que c'est une course de la part de Max Verstappen bonne. Elle n'est pas extraordinaire, c'est pas une grande victoire comme on l'a vu à certaines autres courses. C'est ce qu'il fallait faire pour gagner le Grand Prix. Il démontre qu'il y a un réel intérêt de la part de Red Bull cette année pour le championnat et que Lewis Hamilton aura un réel compétiteur pour le championnat, sans doute le plus difficile depuis la fois où il avait perdu contre Nico Rosberg en 2016. Exactement. Et pour faire un petit aparté, Marc-André nous a en fait sorti le lien justement dont tu parlais sur Nikita Mazepin. Donc je vais vous le montrer. C'est Mazespin, donc MAZESP.in. Alors ça c'est le site où vous pouvez voir le nombre de fois qu'il a fait de tête à queue et ça a été sûrement mis à jour aujourd'hui. Oui, effectivement. Et c'est très bien documenté quand même. Incroyable. Ah, sa saison va être longue. Oui. S'il a fini la saison. Ouais, il va la finir. Il y a beaucoup d'argent. C'est ça. Ça va l'aider. Exactement. Mais sinon, on va parler de son adversaire, Lewis Hamilton. Une rare erreur, en fait. Et disons qu'il a été sauvé par le drapeau rouge, alors qu'il tentait de dépasser, alors qu'il était sur les pneus slick, il tentait de prendre un tour à George Russell. À Tosa, il sort large et endommage l'aileron avant. Heureusement, il revient à reculons
ce qui est légal en passant parce qu'il a fait de manière sécuritaire. Et il est revenu. Et ensuite, il y a eu l'accident entre Bottas et Russell qui a entraîné le drapeau rouge. Donc, ça lui a permis de non seulement réparer l'aileron et aussi les pneus, mais ça a été une rare erreur de sa part. Et il termine quand même deuxième avec une belle remontée. Alors, Jean-Sébastien, qu'est-ce que tu as pensé de la performance du champion en titre? Je vais citer pour commencer le grand sage qui est Bertrand Houle. On ne fait qu'une seule erreur par saison si on veut gagner le championnat. Merci. Lewis Hamilton le fait maintenant. Et cette erreur-là, en plus, c'est un free pass parce que ça lui a pas, au final, ça lui a pas coûté. Il était deuxième, il finit quand même deuxième. Donc, la prochaine erreur pourrait lui être potentiellement gravissime. Donc, Hamilton a joué un peu son joker en quelque sorte sur les erreurs de la saison, mais sur 23 Grands Prix, on peut faire qu'une seule erreur, on peut en faire deux, puis ça peut encore passer. Si à la troisième, ça va devenir plus difficile, mais n'empêche. Lewis Hamilton était très, très chanceux. Je pensais pas qu'il allait pouvoir s'en sortir. Je pensais que les graviers allaient être suffisamment humides pour qu'il puisse pas s'en sortir, puis ça allait être un abandon. Donc, tant mieux pour Hamilton, tant mieux pour nous tous, au moins ça resserre le championnat. Course intéressante de Lewis Hamilton. Il aurait pu être dans de plus graves pétrins n'eût été la contre-performance de Perez, parce que l'idée, c'est que lorsqu'on se trouve à une voiture contre deux étant celle de l'autre de l'équipe adversaire, on peut jouer sur une contre-stratégie, puis là, il faut essayer de réagir sur lequel on fait appel le bluff, en quelque sorte. Donc, Lewis Hamilton a été assez chanceux là-dessus. Les dépassements au fil des tours ont été bien. Le DRS a été utile de la façon dont on souhaite voir le DRS, je pense. Ouais. La course de Lewis Hamilton, elle est, je dirais, correcte, à la limite même banale, mais bon, quand on est rendu à 7 championnats du monde et il y a autant de victoires, ce podium-là, il est dans 6 mois, je pense qu'on va l'oublier parce qu'on va pas se dire c'est pas une grande performance, une contre-performance, une performance de Lewis Hamilton. C'est simple. Et je veux revenir en fait sur les propos de Bertrand Houle. Ça, je l'entends pas mal à chaque année. C'est toujours valide. Alors, et ça dépend aussi de quelle l'erreur que tu commets. Parce que je reviens à 2017 et 2018. Sébastien Vettel, je pense entre autres, on va parler de 2018. La première erreur qu'il a faite, c'était à Hockenheim. Et ça a coûté cher. Et bien, surtout quand on mène le Grand Prix. Surtout quand on mène le Grand Prix, que l'autre est en train de... Il est pratiquement largué. Il est pratiquement largué, puis il doit tout faire pour revenir en avant. Alors ça, c'est une erreur coûteuse. Donc là tu as le droit à ton passage gratuit, mais après, la deuxième faute, c'est celle que tu fais à Singapour. Ça, c'était Ça, c'est pas en 2017. C'est l'année précédente, hein? Ouais. Oui, je me trompe. Ouais. Moi, j'ai rien dit. Mais le point est quand même vrai, parce que 2017, ça aussi, c'était une erreur fatale. Parce que devine qui a gagné la course. T'as droit à une erreur. Tu peux pas en faire deux. Si t'en fais deux, là, c'est difficile de s'en remettre. Une, là, tu peux espérer. Surtout sur 23, il y a des chances. Sur 16, c'est plus difficile. Mais sur 23 aujourd'hui, 22 ou 23, il y a des possibilités que l'autre aussi en fasse. Donc, que ça s'équilibre. Là, Lewis Hamilton, cette erreur-là, on peut l'effacer en quelque sorte parce que ça lui a rien coûté. Il a retrouvé sa deuxième place. Mais plus tard dans la saison, s'il fait une autre faute, il va avoir intérêt à espérer que Max Verstappen en fasse une autre à son tour. Exact. Et je vais poser la question à Marc-André. Est-ce que, compte tenu du fait qu'Hamilton commençait à être plus rapide avant l'incident, est-ce que tu penses que Hamilton aurait pu sortir de là vainqueur sans cette erreur? Peut-être. C'est une bonne question, peut-être. Je pense que Hamilton, sur son erreur, c'est de l'impatience, tout simplement. On parlait de, justement, le niveau d'impatience de Max à l'occasion. Ben, cette fois-ci, c'est à Lewis d'en être victime. Alors qu'il voyait qu'il pouvait mettre de la pression sur Max Verstappen à un moment important de la course. Il avait gagné juste avant ce petit accrochage. Pratiquement 2 secondes sur Max Verstappen et tu voyais qu'il avait comme mission d'aller le chercher et finalement il y avait 3 quand même pilotes à dépasser pour finalement se ramasser derrière Max et on a vu qu'il y a eu un petit peu d'impatience de son côté, mais probablement qu'on aurait pu avoir une course beaucoup plus intéressante si Lewis avait justement pas fait cette petite faute. Je pense que Max Verstappen était en mesure de le contenir suffisamment, surtout avec
On l'a vu avec Norris. Les voitures qui sont les mieux construites cette année, selon moi, c'est possiblement la Red Bull, la McLaren. Et on en suit avec la Mercedes. Donc, je pense qu'avec le niveau de performance que la voiture avait aujourd'hui, je crois qu'il aurait pu réussir à le contenir pendant plusieurs tours. Et probablement réussir à se rendre jusqu'à la fin. Mais il y a tellement eu de petites fautes par-ci, par-là. Je pense que finalement, on a eu le vainqueur qui devait. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Je pense que moi, je voyais peut-être Hamilton se rapprocher sans cet accident, être très proche de Verstappen. Mais je pense que le Néerlandais aurait tout simplement gagné. Je sais pas ce que tu en penses, Jean-Sébastien. Est-ce que tu crois que... C'est même pas difficile. Non, c'est même pas difficile. Le rythme de course de la Red Bull est bien supérieur sur la Mercedes sur ce circuit. C'était une victoire assurée aujourd'hui. Ouais, donc ça aurait pas changé grand-chose. Non. Parfait. Le point qui a un peu changé et qui a un peu sauvé Lewis Hamilton, c'est l'accrochage entre Valtteri Bottas et George Russell, proche de Tamburello, en fait. Donc, on a Bottas et Russell qui se battent. Je pense que c'était pour la 9e place, si je me trompe pas. Et il y a Russell qui perd le contrôle de sa voiture. Bottas tape le mur et les deux se retrouvent dans le bac à gravier. Comme je l'ai dit, Bottas a eu un peu de difficultés. Quand il est sorti de sa voiture, il s'est recroquevillé, en fait. Comme il avait des petites douleurs, mais au final, il s'en est bien sorti. Il va bien. Mais là, ça a l'air d'être... ça a l'air d'être le jeu de... c'est la faute à qui? Parce que Bottas accuse Russell, Russell accuse Bottas. On est encore, je pense... on est encore en attente du résultat de l'enquête par la FIA parce qu'ils sont en train de le faire en ce moment. Donc, on va voir si c'est un incident de course ou bien c'était la faute de quelqu'un. Donc, je voudrais avoir votre impression sur l'accrochage. Est-ce que vous trouvez qu'il y avait un fautif ou bien c'était tout simplement un incident de course? Je trouve que ça se rapproche beaucoup d'un incident de course. J'aurais aimé que la division internationale nous offre peut-être... Il y avait une voiture qui les suivait. Je crois que c'était celle de Raikkonen. Ouais. Donc, on a vu la reprise de Raikkonen. Ouais, on a vu la reprise. On l'a vu, mais c'est pas clair non plus sur la reprise à qui la faute. Je pense que Bottas s'est un peu tassé sur Russell, mais en même temps, Russell était, comme Jean-Sébastien l'a dit en début de podcast, là, dans l'herbe, et ça, quand il pleut, c'est fini. Là. Tu ne peux pas reprendre le contrôle de ta voiture. Donc, je pense que c'est le jeu de à qui la faute. Est-ce qu'il y a un pilote qui est plus en faute que l'autre? J'ai hâte de voir la décision de la FIA parce que moi, je suis très indécis à ce propos. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai comme l'impression que c'était un incident de course aussi. Je pense que Russell est allé un peu large aussi sur l'herbe aussi, qui était encore mouillée. Alors, je pense que... Et en plus, Bottas lui a laissé assez d'espace. Donc, c'était juste quelque chose de... Peut-être pas anodin, mais de malheureux, je pense. Donc, je sais que les deux s'envoient la balle en tant que telle, mais je sais pas. J'ai du mal à trouver un fautif. Et toi, Jean-Sébastien? Moi, ça me semble plus clair. Je revois encore la reprise en ce moment même là, sur le compte de Sky Sport Formula One. Mm-hmm. C'est Russell qui est fautif. Deux roues dans le gazon pour essayer de passer Bottas. Oui, Bottas se replace un peu, mais Russell aurait eu le temps de voir qu'il se replaçait et qu'aller sur le gazon, lorsqu'il y a eu de la pluie, c'est mouillé, donc on n'y va pas. Et ce qui arrive ipso facto à la faute qui arrive ensuite. Pour moi, Russell est fautif. Il devrait recevoir sans doute des points de pénalité sur sa super licence parce que c'est quand même très dangereux, surtout à cet endroit-là du circuit. Ted Kravitz sur Sky F1 l'a encore bien rappelé en disant que c'est quand même passé des choses très malheureuses dans ce secteur du circuit au fil des années, donc on ne veut pas nécessairement revoir ce qui s'est passé. Mais bon, ça c'est juste une petite parenthèse. Bref, Russell est fautif et à ce que je vois encore, c'est que les deux s'accusent encore mutuellement d'avoir fait la faute. Russell dit c'est ce que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas faire.
ce qui s'est passé est incroyablement dangereux, pardon pour la traduction un peu bâtarde, et Bottas répond c'était complètement sa faute. Ben, les deux s'accusent mutuellement et je pense pas qu'on va les inviter à la même table. Non, et le pire dans tout ça aussi, c'est que dans 2 semaines, dans 2 semaines, lors du Grand Prix du Portugal, ça va être le sujet de discussion, en fait. Alors, probablement... Surtout qu'il y en a un qui a l'air d'être beaucoup plus intéressé à avoir le volant de l'autre, ou être futur coéquipier d'eux. Donc, il y a déjà une espèce de trame narrative qui était déjà préalablement construite, qui ne fait que continuer à s'alimenter. Donc, il n'y a rien de bon qui ressort de cet incident-là, vraiment. Là. Pour Toto Wolff, c'est un joli problème qui s'ajoute à ce qu'il doit déjà gérer. Et devinez qui est présent à Imola? Netflix. Oh! Mais c'est Yuki Tsunoda. Il suit Yuki Tsunoda, mais who knows? Rien n'empêche de... Rien n'empêche de faire des entrevues dans 2 semaines en disant est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé à Imola? Ouais. Aïe. Ouais. C'est un plaisir d'entendre ça. J'ai peur. Et en plus, Russell va être dans la saison 4, alors... Mais, encore là, est-ce que Mercedes va laisser Netflix faire ce qu'ils veulent? J'ai hâte de voir. Mais... moi, j'ai envie de dire oui, parce que ce matin, je regardais juste avant le Grand Prix, il y avait un commentaire sur les heures de départ. Il y avait un Américain qui disait « Moi, j'habite au Texas, j'ai vu la saison 3 de Drive to Survive, ça me donne envie de regarder la Formule 1. C'est mon premier Grand Prix ce matin, j'espère que je vais aimer ça. » J'espère que cette personne a aimé ce qu'elle a vu, parce qu'il y a quand même de l'action. C'est pas un Grand Prix Formule 1 régulier un peu ennuyant comme on voit au Hungaroring, comme on pouvait voir, je ne sais pas, à Valence, par exemple. Donc, j'espère que la personne a pu trouver son intérêt parce que ce qu'on a là, il y a quand même du drama, il y a quand même des histoires propres à la Formule 1 là-dedans qui sont quand même assez intéressantes. Donc, il y a quand même une certaine richesse et cet incident-là va sans doute être repris plus tard dans la saison 4 de Drive to Survive. Donc, il peut juste y avoir du positif par rapport à voir cette caméra et à voir cette histoire se dérouler. Oui, et effectivement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, dans 2 semaines, préparez-vous, on va préparer vos popcorn. Bon, peut-être pas pour moi encore, là, mais préparez vos popcorn parce que ça, ils vont en parler. Les conférences de presse devraient être assez intéressantes à suivre. C'est un rendez-vous. Exactement. On va parler de l'équipe qui roulait à domicile, AlphaTauri. On a dit Pierre Gasly 8e, mais Yuki Tsunoda, d'un autre côté, lui, a fini 13e avec une pénalité de 5 secondes parce qu'il est allé... Il a abusé des limites de la piste. Alors, surtout que c'était une course où la AlphaTauri était très, très bonne en piste. Tsunoda a eu son accident lors des qualifications. En plus, il a fait une bonne remontée. Gasly, bien parti aussi, mais cette décision de partir avec les pneus pluie, mon Dieu, quelle erreur. Et là, ça a peut-être coûté des points précieux. On sait que, et moi je l'ai dit dans le podcast d'avant-saison du Bulletin GP, AlphaTauri risque d'être l'écurie surprise, mais présentement, les résultats ne sont pas là. Donc, La 4e place au championnat des constructeurs, le long shot, là, c'est AlphaTauri qui peut aller le chercher. Et là, il ne s'aide vraiment pas sur cette performance. C'était difficile, c'est un Grand Prix oublié, mais bon, sur 23, les autres équipes aussi vont en connaître des Grands Prix difficiles. Donc, aussi bien l'avoir tout de suite et essayer de construire sur les erreurs en apprenant ces leçons, comme on dit en anglais, c'est lesson learned, les leçons apprises et de pouvoir essayer juste de mieux s'améliorer. Exactement, et moi je trouve aussi, de toute façon, chez Aston Martin, c'est Stroll qui marque c'est Stroll qui a marqué 100% des points. Chez Alpine, c'est une catastrophe, bleue. Chez McLaren, les résultats sont là, donc on sait déjà que l'écurie va finir 3e, risque de finir 3e. Ferrari reprend du mieux après leur annus horribilis. C'est avec eux qu'ils vont se battre pour la 4e. C'est ça. C'est terrible. Minardi contre Ferrari, pouvez-vous croire? Ah, écoute, c'est une bataille à l'italienne. Donc, ça va être pas mal ça. Mais moi, je trouve que Gasly... Généralement, pas très bien les batailles à l'italienne. Ouais, non, c'est quelque chose... C'est quelque chose qu'il faut éviter. Mais moi, je pense que aujourd'hui...
Gasly a sauvé les meubles, comme je l'ai dit, c'est mon pilote du jour. Il a sauvé les meubles, mais je pense que c'est encore une occasion gâchée. Tsunoda était dans les points aussi, mais un peu trop agressif. A même tenté sa chance sur Lewis Hamilton, puis il s'est retrouvé dans le gravier de Tamburello. Alors, une occasion perdue. Et tu parlais justement de sauver les meubles. En théorie, Gasly n'aurait pas dû sauver les meubles parce qu'il était en bonne position. Il partait 5e. Ouais. C'est une décision un peu stupide d'avoir décidé de partir en pneus de pluie alors que personne n'avait pris la décision de le faire. Je pense qu'il y a peut-être un autre pilote, mais qui était très loin, qui avait décidé de le faire. Yeah. Alors, tu ne peux pas te permettre, quand tu pars 5e, de prendre une stratégie ou d'essayer le long shot, là, d'essayer la stratégie qui sort de l'ordinaire pour tenter quelque chose. AlphaTauri aurait dû suivre, être le mouton et continuer avec les pneus intermédiaires. Peut-être que Gasly ne se sentait pas bien avec les intermédiaires, ça c'est possible, j'ai hâte de voir, je vais lire un peu après le Grand Prix, mais il y a quelques pilotes qui se sentent moins confortables avec les intermédiaires ou quelques voitures, donc il y a peut-être une piste de solution de ce côté-là, mais sinon c'est inacceptable parce que tu viens de perdre une chance d'avoir de gros points. On parle beaucoup de si, on parle avec beaucoup de si, donc je ne sais pas comment Gasly aurait pu terminer la course s'il avait pris les pneus intermédiaires, mais quand même, je crois qu'il va y avoir de la déception chez AlphaTauri parce que la 4e place est très atteignable et ce Grand Prix va être à oublier pour eux, malgré tout. Tsunoda est bien revenu quand même avec il partait 20e et a obtenu la 10e position jusqu'à ce qu'il perde le contrôle de sa voiture. Mais justement, on parlait d'une recrue. On voit qu'une faute à la Tsunoda passe beaucoup mieux aujourd'hui parce qu'il a eu la performance qu'il a eue lors du dernier Grand Prix. Donc, c'est un peu l'erreur de recrue qu'il peut faire en début de saison et ça passe très bien. Maintenant, il a eu quand même un beau week-end, ce Tsunoda, outre que tout ça. Donc, je suis heureux pour lui parce que tu vois quand même une certaine évolution dans son attitude avec sa voiture. Oui, c'est vrai. Oui, vas-y, Jean-Sébastien. Juste revenir rapidement sur Gasly. Stratégie étrange de l'ingénieur, parce qu'au début du Grand Prix, on disait souvent à Gasly, il y a de la grosse pluie qui s'en vient, la pluie continue, elle va continuer de tomber, alors que les autres équipes ne semblaient pas nécessairement vouloir dire ça. Donc il y avait une stratégie assez étrange de sortir sur les full wets et de parier sur la grosse pluie. Donc de jouer une contre-stratégie lorsqu'on part P5, c'est gutsy. Je ne sais pas jusqu'à quel point ce qu'ils espéraient, mais on dirait comme... Non, Gasly est bon sous les conditions de changement de pluie, comme un peu les Lance Stroll. Donc, on essaie de jouer quelque chose un peu loin. Comme si on pensait peut-être, s'il pleut, là, la victoire peut être à nous. Donc, il y avait quelque chose on dirait qu'ils ont peut-être espéré, mais il faudrait voir un petit peu plus après les commentaires d'après-course et surtout à partir de demain lundi, ce qui arrive en réalité. Mais il y avait peut-être une stratégie de jouer sur... quelque chose d'assez gros pour essayer d'aller chercher un maximum de points, c'est-à-dire 25. Oui, et aussi, il ne faut pas oublier que c'est la même écurie qui a envoyé Pierre Gasly, je pense, avec des pneus pluie sur une piste sèche au Grand Prix d'Allemagne 2018 aussi, alors... Exact. Ouais, donc... faut pas oublier ça non plus. Donc, c'était une occasion manquée pour des gros points, surtout lors de la course à domicile. On va parler justement de l'écurie et de l'autre écurie italienne. Écoute, c'est le temps de dire l'autre écurie italienne. Ferrari, c'était une bonne performance aujourd'hui. Ça, on va se le dire, c'était une bien meilleure performance qu'AlphaTauri. Charles Leclerc et Carlos Sainz, 4e et 5e. Sainz a une course un peu plus difficile, mais c'est bien repris. Écoute, je pense que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'était les débuts de la saison de l'Extreme E, la course de Rally Raid électrique avec Carlos Sainz en Arabie Saoudite. Je pense que Sainz a essayé d'imiter son père, en fait. Mais c'est bien, il s'en est bien sorti avec une 5e place. Charles Leclerc aussi était dans le coup pour peut-être aller chercher
la 3e place, mais il s'est fait dépasser par Lando Norris qui était sur des pneus tendres alors que Leclerc était sur la médium. Mais je pense que Ferrari a très bien fait aujourd'hui. Et comme je le disais sur Twitter, c'est plus un laughing stock, c'est plus une équipe qu'on peut rire là. Et je pense qu'ils reviennent tranquillement, pas vite, parmi le top 4, top 5. Oui, c'est une équipe qui allait nulle part l'année passée. Cette année, c'est vraiment l'année de la rédemption. Mais c'est un circuit qui allait bien pour les Ferrari. Je pense pas qu'on va revoir ça dans 2 semaines. Je pense que ça va être un petit peu plus difficile. Je pense qu'on va être un petit peu plus reculé. Mais bon, il va falloir espérer juste un petit peu. Mais si la voiture continue à bien se développer, il y a des chances que Ferrari puisse retrouver une belle année. Parce que j'avais oublié cette statistique, mais Ferrari, l'année passée, première année en 40 ans qu'elle termine à l'extérieur du top 5 dans le championnat des constructeurs. C'était humiliant. C'était très difficile. Donc là, déjà, juste de pouvoir retrouver des bonnes grâces, terminer 4e et 5e, c'est une super performance. Faut quand même pas se leurrer. Sainz était dans un bon jour, avec des bons réglages. Je pensais que ça allait être plus difficile pour lui ce week-end. Un peu comme, et là, la contre-performance, encore là, le contraste est peut-être un peu plus marqué entre Daniel Ricciardo et Lando Norris, où là, c'était sans doute plus difficile. Mais chez Ferrari, c'était un bon jour, c'était une super performance, il faut quand même relativiser tout là. Lorsqu'on connaît une si piètre année 2020 comme les Ferrari, finir 4e et 5e, c'est presque dommage qu'il n'y ait pas de fans, juste pour voir les tifosi être très très contents de ce résultat. Ah oui, définitivement. Je pense aussi que ça aurait été une bonne raison pour la part de de faire des tifosi, de retrouver un peu cette joie durant ces moments un peu sombres, autant dans le pays que chez l'écurie, sur leur écurie préférée. Alors, je pense qu'au moins ils peuvent bâtir là-dessus. Marc-André, tes impressions sur cette course pour la Scuderia? Assez heureux de revoir les Scuderia à cette position. Bon, dans 2 semaines, ça peut peut-être être plus difficile, comme Jean-Sébastien l'a dit, mais pour l'instant, je pense que Ferrari peut construire sur ses bonnes performances et continuer à construire sur ça. Sainz, ça m'a surpris un peu sa position avec cette 5e. Il a connu 2 ou 3 moments où quelques têtes à queue, donc il a bien repris, le rythme était là, il a réussi à reprendre du galop. Et Charles Leclerc encore, il sort un lapin de son chapeau, même si les Ferrari étaient très en forme aujourd'hui. Le podium était possible pour lui sans aucun doute. Et bon, finalement, les circonstances de course n'ont pas été de son côté. Mais honnêtement, on voit que Ferrari continue de travailler sur cette voiture puis que leur objectif, c'est de retrouver la forme qu'elle avait dans le passé. Et c'est avec des petites performances comme ça qu'on peut construire pour l'avenir. Et cette année, c'est peut-être pas l'année où on se dit on veut reprendre tout à fait notre position, mais on veut avoir une progression intéressante pour que lors du gros changement, on soit capable de reprendre et d'être plus solide pour l'avenir. Donc, j'ai hâte de voir parce que c'est une voiture qui a l'air d'être confortable dans les conditions dont que Imola nous présentait aujourd'hui. Mais ce sera peut-être pas le cas dans chaque Grand Prix. Donc, il va falloir relativiser dans certains Grands Prix et voir si Ferrari peut continuer à être sur ce chemin. Oui, définitivement. Et puis, je pense que ça va donner des ailes à Ferrari pour les prochains Grands Prix et surtout pour le Grand Prix d'Italie aussi en septembre. On va parler un peu de Sergio Perez et de Lando Norris très rapidement avant de passer au prochain sujet. En fait, Norris, très belle course, très beau week-end aussi. Ça se voit que la McLaren avait du rythme et je pense que c'était une bonne décision de la part de McLaren de dire à Ricciardo de laisser passer Norris parce que on voyait qu'il était plus rapide. Alors
j'ai été très impressionné par le potentiel de cette voiture. Mais à l'inverse, Sergio Perez, ouf. Il est parti deuxième. Et il a eu quelques excursions hors piste. Alors, moi, je dirais c'est juste une journée à oublier pour le Mexicain. Alors, et en plus, il s'est pris une pénalité de 10 secondes pour avoir dépassé 2 pilotes sous la voiture de sécurité alors qu'il s'est sorti lui-même. Ça, c'est inacceptable. Erreur aussi d'une écurie de ne pas lui avoir dit de redonner sa position. Oui. Je pense que la FIA aurait pu accepter que pendant quelques tours, il soit devant parce que, bon, il y avait eu tout plein de petites choses durant ce moment-là, mais honnêtement, c'est inacceptable que la position ne soit pas redonnée parce que tout le monde sait que tu ne peux pas te dépasser durant le drapeau jaune. Ça l'a vraiment mis sa course en péril. Si je peux revenir sur, tu parlais justement de Lando Norris et de Ricciardo, il ne faut pas oublier que l'ascenseur va revenir pendant l'un des prochains Grands Prix. Il y a une course où Norris va avoir moins de rythme que Ricciardo et ça va être à son tour de reprendre la position. Donc, il ne faut pas non plus s'énerver. J'ai vu quelques commentaires sur les internets là, que les gens n'étaient pas trop satisfaits, mais l'ascenseur va revenir. C'est un travail d'équipe après tout, la Formule 1, même si c'est très individualiste. Il y a quelques moments où tu dois penser à ton écurie et pas à ton nombril. Dans ce cas-ci, on a vu que c'est réellement le cas parce que Norris avait beaucoup, beaucoup de rythme et c'est pour ça qu'il est sur le podium. Donc, pour ça, c'est ça. Puis, pour ce qui est de Perez, si je peux revenir, c'est un week-end à oublier pour ce qui est du dimanche. Parce que ça a été très bien au départ. Même je m'attendais à ce qu'il soit capable, dès le départ de la course, à garder un certain niveau de compétitivité. Et finalement, ça n'a pas tenu. La voiture était très instable, perdait beaucoup de vitesse à cause de ses têtes à queue et tout ça. Donc, c'est une course comme ça qui arrive, puis c'est possible, mais vraiment l'erreur, ça a été une erreur commune entre Red Bull et Perez d'avoir repris une position sur un drapeau jaune. Ouais. Petit mot, Jean-Sébastien, sur Norris et Perez? Norris, dans ce cas-ci, lors du switcheroo, c'était pas une question de quelques centièmes ou millièmes de seconde, c'est une question de dixièmes de seconde au tour. C'était la décision à faire et Daniel Ricciardo, je pense que doit comprendre tout à fait lorsqu'il va voir les résultats finaux et les données télémétriques qu'il n'y avait absolument rien à faire. C'était la seule solution à faire, même si c'est plate, même s'il faut laisser sa place à son coéquipier parce que c'est la première personne avec qui on se compare au terme d'une course ou d'une saison. C'est comme ça. L'ascenseur va finir par revenir, comme a dit Marc-André. Pour Perez, c'est vraiment de la pure malchance. La seconde voiture Red Bull, on jurait qu'elle est maudite. Quel que soit le pilote qui sont dans ce deuxième paquet, ça ne va jamais aussi bien que Verstappen ou même à 80-90%. C'est toujours quelque chose d'étrange qui se déroule dans cette voiture. C'est tout le temps quelque chose qui tourne pas rond. C'est tellement étrange, c'est tellement curieux. Mais bon, je pense pas que Red Bull doit ou va autant s'inquiéter de Perez que lorsqu'il s'inquiétait par rapport à Albon ou par rapport à Pierre Gasly au fil des dernières années. Là-dessus, je pense qu'ils sont confiants que c'est une faute, ça arrive de temps en temps que Perez va très certainement rebondir et sera, disons-le, un excellent wingman pour Max Verstappen pendant la saison. Oui, ça c'est bel et bien vrai, je suis tout à fait d'accord. On va parler maintenant de nos Canadiens. Lance Stroll, 7e pour Aston Martin et abandon pour Nicolas Latifi dès le premier tour en fait. Donc Stroll, ça a été une performance solide je trouve, compte tenu du fait que l'Aston Martin, au final, c'est pas une voiture... c'est pas la Racing Point de l'année dernière en termes de performance. Oui, vas-y, Jean-Sébastien. C'est le meilleur résultat que Aston Martin pouvait souhaiter aujourd'hui. C'est pas compliqué. 7e place, c'est le maximum qu'ils peuvent aller chercher pour le moment. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pourront aller chercher plus pendant la saison, mais une 7e place, il faut prendre ces 4 points et s'enfuir comme un voleur parce que ces points-là, ils vont pas nécessairement revenir souvent. Ils ont profité d'un peu de malchance de la part de plusieurs pilotes devant. Du côté de Latifi, ben c'est ça. C'est un instant au premier tour et puis on pouvait de toute façon pas nécessairement espérer bien davantage. On savait qu'on allait jouer les fonds de classement, donc ben écoute, on retourne avec son petit bonheur puis on se revoit dans 2 semaines puis on espère pouvoir
au moins finir le Grand Prix et finir un peu décemment. Oui, et aussi, il faut expliquer que au début de la course, Lance Stroll, avant la course, Lance Stroll a eu les freins arrière qui surchauffaient, alors c'était un début de course qui était un peu compliqué, mais il a fait un très bon départ aussi, passé de 10e à 7e, a été correct en plus. Oui, vas-y, Kudos aux ingénieurs qui ont pu réparer les coques de frein parce qu'elle était détruite. Oh oui! On l'a vu, là, c'était pas beau. Là. Moi, je pensais pas qu'elle allait pouvoir finir le Grand Prix parce que je me disais, ça, ces freins-là, là, ils pourront pas durer tout le Grand Prix. Je pensais que ça allait lâcher bien avant. Là. Donc, tant mieux. Et ajouter à ça aussi les problèmes de synchronisation dans la boîte de vitesse aussi, qui a malheureusement forcé Sébastien Vettel à abandonner dans les 2 derniers tours. Alors, ça c'était... Donc, pour Stroll, ça a été une performance correcte. Et c'est pas encore le meilleur résultat à vie de Aston Martin, parce que je pense qu'ils avaient fini 5 ou 6e dans les années 60. Donc, 7e, ce sont peut-être des points, mais c'est pas encore le meilleur résultat à vie d'Aston Martin en Formule 1. Alors, il reste encore du travail à faire. Pour ce qui est de Nicolas Latifi, incident au premier tour, ça a été un accrochage avec Nikita Mazepin. Marc-André, je voudrais avoir ton opinion en fait sur l'incident. Est-ce que moi je dirais Mazepin ne pouvait rien y faire. Je pense que Latifi s'est rabattu un peu trop vite sur l'athlète russe en fait. Je dirais, encore là, c'est un accident de course où c'était le premier tour, il y avait beaucoup d'eau. Latifi s'est rabattu un peu sur Mazepin. Mazepin aurait peut-être pu essayer de l'éviter, mais bon, rendu là, je pense que c'est un peu la même discussion que celle entre Bottas et Russell, à savoir qui a fait la faute. Pour un incident comme ça, je pense que c'est vraiment encore une erreur commune qui a résulté malheureusement à l'abandon de Latifi. Et Mazepin a pu continuer sa course, mais écoute, je pense que il y a peu de choses à dire sur cet incident, considérant que c'est 2 pilotes qui ne sont même pas dans les discussions pour s'approcher de la 10e position. Donc, malheureusement pour eux, ils vont se battre ensemble tout le long de la saison pour obtenir soit la 18e, 20e ou probablement. Donc, c'est ça. Ouais, c'est vrai, mais j'ai comme l'impression quand même que Latifi, et en plus Latifi est parti en tête à queue en plus. Il avait fait une bonne qualification, donc moi je dirais Latifi a été un peu trop vite sur la pédale d'accélération en fait. Excusez-moi messieurs, je voulais juste avoir une petite parenthèse. Il y a une belle citation de George Russell qui vient de sortir sur l'incident. Alors il dit c'est sur l'échange, ce que les 2 pilotes se sont dit lorsque Russell est allé voir Bottas. C'est à lui dire, je lui ai demandé s'il n'a pas tenté de nous tuer tous les deux. Je me battais pour P9 et P9, c'est absolument rien pour lui, même absolument rien. Il a fait un mouvement que tu ne fais lorsque tu te bats pour la victoire, lorsque c'est le dernier tour. Cela pose la question s'il n'aurait pas fait ça pour P9. Peut-être que si cela avait été un autre pilote, il ne l'aurait pas fait. Voilà ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu l'incident. Wow! Oh! Wow! Netflix va se frotter les mains. Incroyable. C'est des grosses citations aussi de façon publique. Ce qui est. Je me demande si Mercedes doit pas triper en ce moment parce qu'ils aiment ça quand même, des pilotes qui ne vont pas trop sur la place publique. Mais ça va être intéressant. Ça, c'est pas du bon PR, ça. Ça, demain à Stuttgart, là. Lorsqu'ils vont se réunir pour faire la réunion post-Grand Prix. Je ne sais pas qui le suit de manière quotidienne pour les communications, mais en ce moment, il doit être ailleurs parce que moi, je ne laisserai pas Russell. Ouais. Russell a faim pour plus que Williams. Il veut monter. Là. Il est écœuré, ça part. Il a raison, selon moi. Oui, il est dans mais bon, il y a peut-être une manière différente de le montrer. Peut-être que là, c'est un peu trop, mais j'ai hâte de voir ce que Mercedes va faire avec ça parce que
Ben non Ouais, la seulement, saison va être très intéressante. ben non seulement Oh, oui. Mercedes, mais Williams aussi, hein, parce que ils ont perdu ils ont perdu probablement assez des millions avec les réparations de ces accidents qui étaient assez gros quand même, hein. Faut pas se le cacher, c'était des gros accidents quand même qu'ils ont eu les deux Williams. Alors, je sais Ouais, ça pas, coûte cher un accident. Ça coûte cher 2 accidents comme ça. ça coûte Mhm. très cher. Alors, ouais. Ça va pas être beau demain à Stuttgart puis à Grove aussi. Et à Brackley aussi. Alors, Une yeesh. semaine intéressante à suivre. J'ai l'impression que c'est pas fini non plus. Ouais. Et que ça va durer justement, comme tu l'as dit tantôt, 2 semaines. On va arriver durant les conférences de presse et ça va revenir encore. Et les deux pilotes vont tenter de faire oublier tout ça lors du prochain Grand Prix. Ouais. On va parler aussi. Là, on va sauter un peu hors de la Formule 1 parce que ce matin, avant la course elle-même, il y a eu la course de MotoGP en fait, et c'est Fabio Quartararo qui a remporté la course, lui qui était parti en pole position. Il a fini devant Francesco Pecco Bagnaia sur la Ducati Factory et Johan Mir, le champion en titre de la série sur la Suzuki. Et il faut féliciter Marc Marquez qui faisait un retour en compétition après sa vilaine chute l'année dernière où il a raté en fait presque la totalité de la campagne. Et il a terminé 7e alors qu'il partait de la 6e place, mais il s'est rendu au départ quand même... je pense qu'il s'était rendu au maximum 3e. Donc, c'était une très bonne performance de la part de l'Espagnol. Et il y avait Johan Zarco, le Français, qui menait le championnat et qui a chuté dans les derniers tours de la course. Alors, c'était des points perdus pour... c'était des points perdus pour Zarco. Et aussi, il faut mentionner que avant la course, il y a eu un hommage commun entre la MotoGP et la Formule 1 pour rendre hommage à Fabio Gresini, le directeur je pense que c'était d'Aprilia qui est décédé des suites de la complication de la COVID-19 et qui est natif aussi de Imola. Donc c'était un très bel hommage commun en fait et simultané en fait. Au classement, on a Quartararo qui mène avec 61 points. Pecco Bagnaia est deuxième avec 46 points. Maverick Viñales, le coéquipier de Fabio, troisième avec 41. Et ensuite, Zarco, qui ne marque aucun point, se retrouve à 40 points. Et il ne faut pas oublier qu'une victoire en MotoGP, c'est 25 points. Mais je pense que c'est le top 15 qui marque des points. Donc, tout est encore à jouer. Et j'ai hâte de voir la prochaine course. Je pense que c'est à Barcelone. Alors, on va revenir sur la Formule 1 parce que ce matin, avant la course, c'est confirmé, la Formule 1 ira à Miami Beach. Peut-être pas à Miami Beach, mais ira à Miami en 2022 avec un contrat de 10 ans. Et d'ailleurs, on a le circuit qui va être situé autour du Hard Rock Stadium, le domicile des Dolphins de Miami. Donc, une réaction sur la tenue du Grand Prix de Miami qui était longuement anticipée en fait. Est-ce que la Formule 1 a besoin d'un autre circuit de ville? Je pose la question. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que ça devient la norme. Je pense qu'on s'était dit ça aussi avant, off the record. Moi, je pense que les circuits urbains commencent à devenir la norme parce que ça coûte moins cher de construction qu'un circuit permanent. C'est sûr que le circuit permanent à la base, ça va être plus facile. Ça va être plus facile à entretenir, certes. Je te pose une deuxième question alors, Abdou. Est-ce qu'on a besoin d'un autre Grand Prix de Formule 1 dans un parking? C'était ça ou bien c'était sur un... les premières propositions qu'il y avait... Quel est le dernier Grand Prix qu'on a eu dans un parking aux États-Unis? Oh boy! Ah. Oh boy! Je veux même pas... On va parler du Grand Prix dans le parking du Caesars Palace à Las Vegas, je ne pense pas. Oh, non. Ça, je pense pas. Je pense qu'on sera loin du... Non, on a l'air d'être loin. Le circuit a l'air intéressant, il a l'air d'être rapide. Ouais. Mais il y a quelque chose que je trouve un peu folklorique de faire ça dans un parking, je m'excuse. Ouais.
Ben, je sais aussi que bon. Il y avait les premières propositions, je pense, c'était proche du Bayfront Park ou bien du Beach Centennial Park. Il passait notamment sur le pont. Oui. Ça, c'était honnêtement, de manière de la diffusion, ça aurait été magnifique. Ils se sont confrontés à tout simplement des refus de la part de la ville et des gens de Miami. Donc, malheureusement, ils ont dû se tourner vers un autre chemin, puis ça a été à côté, justement, dans le parking du Dolphin, du Dolphin. Donc, j'ai hâte de voir. Mais le circuit a l'air intéressant avec une bonne ligne droite, un gros freinage à la fin. Donc, c'est la norme maintenant des nouveaux Grands Prix, des nouveaux circuits. C'est une longue ligne droite avec plusieurs virages. On en compte 19. Maintenant, j'ai hâte de voir les premières images. Habituellement, dans quelques semaines, on devrait avoir des images de F1 de Codemaster là, avec une Formule 1 en simulation. Donc, ça va être intéressant de la voir. Mais moi, ça m'excite de voir un autre Grand Prix aux États-Unis, d'avoir un peu ce folklore de Miami, là, justement, avec... on sait à quel point c'est de l'amour d'aller dans cette ville et tout ça. Donc, je pense que la Formule 1 va être très gagnante de cette avancée. Circuit intéressant aussi parce que, de ce qu'on comprend, il va faire 5,4 km environ, donc 3,35 000. Circuit dans la longueur actuelle des Formules 1 d'aujourd'hui, donc 2-3 gros freinages, au moins 2 avec les DRS, si ça existe encore dans un avenir approché, parce que la Formule 1, rien n'est toujours confirmé pour l'année prochaine. Des règlements qu'on a pour l'année en cours vont toujours être là l'année suivante, sauf erreur. C'est un circuit qui a l'air d'être intéressant. Comme je disais, 2 bons gros freinages, des endroits assez rapides, des zigzags. Une portion technique. Qui va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre aussi, les Vosgirs. C'est vrai. Oui. C'est pas inintéressant, donc ça implique aussi de préparer la voiture un peu différemment. Donc il y a des choses qui sont intéressantes. Je demande juste de voir à quelle période. Ça, c'est pas toujours très clair. On parle d'après Montréal peut-être, parce que faire ça après Austin, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais ce qui est peut-être inquiétant, par contre, c'est à terme, est-ce que le Grand Prix de Montréal, lui, va rester? Oui, parce que... Parce que lorsqu'on a un Grand Prix qui se déroule sur les terres américaines, sur la côte Est, en ligne droite par rapport à Montréal, et que le Canada n'est pas un grand marché pour la Formule 1 pour les constructeurs, celui de Miami est beaucoup plus intéressant juste pour la Floride. C'est du glam, c'est de l'argent. Il va y avoir du people, pas juste au niveau des gens. Il va y avoir des personnalités people qui vont être présentes beaucoup plus qu'à Montréal. Donc, il y a un intérêt certain pour que la Formule 1 fonctionne là-bas. Oui. Mais je pense que, excuse-moi Abdou, il y a une façon de gagner pour la Formule 1, d'avoir 2 blocs sur un territoire nord-américain avec 2 courses, notamment, ou même 3, là, avec si on ajoute le Brésil. Donc, d'avoir 2 blocs bien distincts. Tu vas aller à Montréal, tu vas aller à Miami. Ensuite, tu retournes en Europe et tu reviens sur un territoire nord-américain. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez payant pour la Formule 1 justement d'insérer deux blocs comme ça. Mais oui, à long terme, on sait que le Grand Prix de Montréal est celui qui coûte le moins cher, notamment, je crois, et que de plus en plus les prix sont absolument incroyables. Donc, j'ai hâte de voir comment le Canada va réagir, parce que si la Formule 1 nous demande un plus grand chèque, on a vu à quel point c'était pas une chose qui... Oui, on veut conserver le Grand Prix, mais à bas prix, ou du moins à un prix raisonnable. Donc, est-ce qu'on va être prêt à débourser plus si la Formule 1 nous demande un chèque un petit peu plus grand? J'ai hâte de voir, mais c'est vrai que cette confirmation-là du Grand Prix de Miami met peut-être le Grand Prix du Canada sur la sellette, et on espère que non, parce que c'est un peu notre filet mignon là, au début de l'été. Là. Ouais, et on sait que Miami, ça va être la 11e ville. Imaginez, depuis 1950, Miami va être la 11e ville américaine à avoir accueilli le Grand Prix des États-Unis. Une course de Formule 1. Il faut peut-être être prudent aussi pour la Formule 1 de se dire que aux États-Unis, oui, la Formule 1 fonctionne, mais pas toujours. Hein. Ouais. Alors qu'à Montréal, ça fait longtemps que le Grand Prix est bien ancré, les gens sont présents, ils se présentent. Alors, j'ai hâte de voir, mais oui, c'est sûr que... Puis aussi, le Grand Prix de Miami, c'est beaucoup plus
visuellement plus beau qu'à Austin. C'est encourageant pour les vedettes d'aller à Miami que d'aller se perdre à Austin. Donc, Austin, quand même assez chouette. Je veux dire, c'est quand même une grande ville internationale qui est assez ouverte, qui est, disons là, qui est démocrate, qui est quand même démocrate. Miami aussi, c'est le cas. Il y a beaucoup d'internationaux. L'aéroport de Miami est quand même aussi le point d'accès pour toute l'Amérique du Sud depuis les États-Unis, depuis la côte Est. Du côté ouest américain, il faut soit passer par Houston, Austin ou Los Angeles. Donc, on est sur les portes d'entrée internationales du point de vue de l'aviation. Donc, c'est un passage qui est relativement facile. Donc, stratégiquement, c'est intéressant ça aussi. C'est sûr qu'on est loin de Wathers Land, du circuit sur, comme je disais tout à l'heure, le stationnement du Caesars Palace à Las Vegas de Phoenix, qui était quand même assez dégueulasse, ou encore du circuit de Dallas, ou Détroit aussi, là, de Belle Isle, qui est une incongruité par elle-même. On est quand même très loin de tous ces circuits-là, donc c'est quand même très intéressant. Ouais, écoute. Contrat de 10 ans en plus. Oui, un contrat de 10 ans en plus. La ville, pour une certaine stabilité pour les prochaines années également, là. Donc, tout semble bien se modeler, alors que ça fait plusieurs années qu'on en parle de ce Grand Prix et de ce projet qui a été difficile quand même. Là. Beaucoup de travail, autant du côté des gens qui s'occupent de la Formule 1, de Liberty Media, que les gens qui s'occupent du municipal là, à Miami. Donc, le conseil municipal a trimé dur pour pouvoir l'amener le Grand Prix. Ah oui, écoute, on en parle depuis... C'est un projet qui existe depuis 3 ou 4 ans, en fait. Alors, c'est sûr, il y a une pandémie en ce moment, donc ça a carrément ralenti les plans, mais au final... Ça ralentit pas beaucoup la Floride, par contre, on le sait. Mais... Ouais. Ça, maintenant, on l'a compris maintenant. Mais écoute, moi, je pense que définitivement, Miami est un meilleur projet que Phoenix. Qui aimerait aller à Phoenix pour voir la course? Écoute, c'est juste comme ça, là, et c'est documenté. Il y a eu plus de fans pour une course d'autruche que pour un Grand Prix de Formule 1. À Phoenix. Je veux dire, ils ont déjà de la difficulté. Ils ont l'air désintéressés par plusieurs choses. Tu sais, le hockey, ça ne fonctionne pas. Ouais. Il y a tout plein de sports qui ne fonctionnent pas à Phoenix. Il y a peut-être une étude scientifique à faire sur les gens qui habitent à Phoenix. Écoute, on veut pas déplaire, on veut pas déplaire les gens de Phoenix. Aux gens de Phoenix qui nous écoutent, c'est juste une corrélation intéressante à suivre quand même dernièrement. C'est ça. Écoute, Dallas, c'est parce que la course était, ils ont eu la brillante idée d'organiser ça à chaud. Oui, en plein cœur de juillet, quand il fait 45 sur la piste, puis on pense que des voitures noires, ça peut être une bonne idée aussi. Ouais. Écoute, parlez-en au pauvre Nigel Mansell. Nigel est encore affecté, je pense. Ouais. Détroit, c'était une bonne idée. En plus, c'était la capitale de l'automobile. En plus, et je pense... Long Beach, ça a super bien fonctionné. Malheureusement, je pense que c'était une raison de question de coût au final. Moi, je sais pas, mais si tout va bien, est-ce que, je sais pas... On se projette loin. Est-ce que vous pensez que Miami va devenir le Grand Prix de Long Beach de l'Est? À terme, l'idée, je pense que c'est aussi de mettre un troisième Grand Prix quelque part aussi. Hein. On en a un sur la côte Est, on en a un au centre des États-Unis, on va peut-être en avoir un aussi sur la côte Ouest. Peut-être un retour de Long Beach ou quelque part dans l'Oregon ou quelque part autre en Californie. Je pense qu'il y a un intérêt pour essayer d'en mettre jusqu'à 3. Je sais pas. Portland pourrait être une bonne option. Ils ont déjà le circuit pour. Un très beau circuit d'ailleurs, mais... Trop gauchiste. Ouais, c'est vrai. Je pense que Portland refuserait... Je pense un peu comme à Montréal. Je pense que les gens ils veulent surveiller comment chaque dollar est investi et je pense que c'est un peu limite. Ouais, c'est ça, c'est vrai. D'où le maintien du Grand Prix de Montréal, je pense que c'est quand même très limite. Je pense qu'à un certain point, il faut vraiment se poser la question sur combien d'argent on veut mettre pour garder un Grand Prix de Formule 1. C'est ça, parce que... Moi, je suis pas prêt à mettre beaucoup d'argent. Moi non plus. Mais j'aime bien le Grand Prix du Canada, mais écoute... Oui, mais il y a des limites quand même. Il y a des limites, c'est ça. Puis justement, avec ce qui se passe justement en ce moment, là, on se remet en question aussi, là. Donc, c'est ce qui complète cette émission d'après-course du bulletin GP, spécial Grand Prix d'Émilie-Romagne. Donc, vous pouvez lire nos textes. On va publier nos tops et contre-performances du Grand Prix
dès demain, donc ce lundi. Donc, ça va être sur bulletingp.com. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, @lebulletingp en un seul mot. Et évidemment, c'est moi qui m'occupe des comptes. Donc, si jamais vous trouvez n'importe quelle référence autre que la F1, en lien avec la F1, évidemment, c'est moi. Donc, c'est ça. Donc, et puis, évidemment, on a notre podcast ce jeudi. On va probablement revenir sur les nouvelles concernant le Grand Prix du Canada, à savoir est-ce qu'on aura une course à huis clos en juin ou bien on va juste attendre justement en 2022 avoir le duo Montréal-Miami. Donc, jeudi, ce sera disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Alors, Marc-André, Jean-Sébastien, un énorme merci d'avoir été là. Merci à toi encore une fois. Un plaisir. Évidemment, on se retrouve pour ce concept d'émission d'après-course après le Grand Prix du Portugal. Ça va être un peu plus tard puisque la course va commencer à 10h, heure du Québec. Alors, mon nom est Abdoussal. Merci beaucoup d'avoir été là. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve une prochaine fois. Salut tout le monde!